Et on commence cette chronique américaine avec Valérie Beaudoin, Raphaël Jacob. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer avec la guerre en Ukraine parce que tout comme Donald Trump, J.D. Vance va jusqu'à dire que les États-Unis pourraient se retirer des négociations. On va tout de suite écouter l'extrait. We've issued a very explicit proposal to both the Russians and the Ukrainians, and it's time for them to either say yes or for the United States to walk away from this process. We've engaged in an extraordinary amount of diplomacy, of on-the-ground work. Raphaël, comment vous l'interprétez quand vous entendez ça? Par tout simplement un accueil peut-être sur le tard de la réalité, c'est-à-dire une reconnaissance de la réalité. Pendant la campagne électorale, Donald Trump a répété, on le sait encore et encore, qu'il réglerait de façon complètement absurde ce conflit-là en 24 heures. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui est la pierre la plus fondamentale qui bloque dans l'engrenage depuis le tout début de cette affaire-là, c'est que les Russes demandent des concessions aux Ukrainiens pour se retirer de l'Ukraine, des concessions que les Ukrainiens ne veulent pas faire, point barre. Et on a beau mettre de la pression d'un côté, de l'autre, cette simple réalité-là ne change pas. Ce qu'on a eu dans les 24 dernières heures, c'était une déclaration catégorique de M. Zelensky comme quoi on ne reconnaîtrait pas du côté ukrainien que la Russie détient désormais la Crimée. Si on ne s'entend pas là-dessus, si on n'est pas prêt du côté ukrainien à faire cette concession-là, oubliez ça. Je ne dis pas que les Ukrainiens devraient ou ne devraient pas le faire. Je dis simplement que d'un point de vue américain, si l'objectif de l'administration Trump, c'est de forcer une paix essentiellement pour mettre fin à cette guerre-là et qu'on n'a pas de concession de cette nature-là du côté ukrainien, oubliez ça. On va continuer à se battre de part et d'autre, au moins pour l'avenir prévisible. Donc, dans ce contexte-là, qu'y a-t-il vraiment de plus à faire que de se retirer des pourparlers quand les pourparlers, clairement, ne mènent à rien? C'est un petit peu difficile de répondre autrement, là. Bien, justement, Valérie, Marco Rubio était absent de la réunion des pourparlers pour la paix qui ont lieu à Londres. Vous, est-ce que vous le voyez comme une manière de montrer son mécontentement? Est-ce que ça peut être ça aussi? Oui, bien assurément, parce qu'il avait dit justement, là, c'était la veille ou dans les jours précédents la rencontre, qu'on devait s'entendre. Sinon, même chose, il allait se retirer du processus. C'est quand même lui qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, donc un rôle très, très important dans les négociations. On a beau dire aussi qu'il y a quand même des gens qui vont être présents des États-Unis. Ça reste que le principe que ce soit lui qui ne soit pas à la table des négociations en disant que ce sont des raisons logistiques. Alors, on peut douter des excuses autour de ça, mais ce qui est particulier, c'est aussi la réaction de Donald Trump qui pense c'est la faute de l'Ukraine, à la faute de la Russie que ça marche pas les négociations. Alors, on revient à l'Ukraine encore et il dit, pour justifier le fait qu'il est furieux, en fait, envers Zelensky, que Zelensky a des propos incendiaires, c'est ce qu'il a mis sur Truth Social. Il dit, dans le fond, je veux pas que l'Ukraine reconnaisse que la Crimée appartient à la Russie. Nous, on va le reconnaître et on veut juste une signature en bas de la page en disant que les États-Unis reconnaissent que la Crimée a été annexée par la Russie et que c'est un territoire russe. Alors, on joue là-dessus, mais est-ce que les Ukrainiens sont quand même prêts à signer, là, c'est pas nécessairement une signature, mais on se comprend, à s'entendre sur quelque chose où toute la diplomatie américaine des dernières années, l'Europe refuse aussi de dire que la Crimée, ça appartient aux Russes. Et là, tout à coup, on donne ça un peu sur un plateau d'argent. C'est sûr que Zelensky refuse, mais on voit ça comme un affront à la Maison-Blanche de dire on vous donne une proposition de cessez-le-feu et vous la refusez sur une question de principes qui sont illogiques aux yeux de Donald Trump. On change de sujet parce que ça aussi, ça fait beaucoup jaser. Donald Trump qui maintient son appui envers le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, malgré qu'il a pour la deuxième fois, quand même, communiqué des plans militaires à des gens non autorisés. On a vu ça cette semaine. Raphaël, pourquoi il fait ça? Pour pas perdre la face, finalement? Pour pas perdre la face, pour pas risquer d'être vu comme étant en train de donner ne serait-ce que un iota de pouce à l'opposition. C'était la stratégie qu'il a préconisée pendant la nette majorité de son premier mandat. On le voit présentement, sauf que ça commence à venir avec un coup politique. Juste avant d'entrer en onde, on a eu un sondage de l'Institut Pew qui établit le taux d'approbation de M. Trump à 40 %. Maintenant, on dira que ça fait partie des maisons de sondage qui mettent son taux d'approbation au plus bas. Il y en a qui ont des résultats peut-être un peu plus encourageants pour le président, mais il reste que la tendance, clairement, elle est vers le bas et ça ne fait même pas encore 100 jours qu'il est en fonction. Il n'y a jamais de l'histoire des sondages modernes, en remontant au milieu du 20e siècle, un président qui, aussi peu de temps après avoir été assermenté, au début d'un
premier mandat, parce que techniquement, c'est un début de présidence, je devrais dire au début d'une présidence, c'est un début de présidence pour Trump, même si c'est son deuxième mandat, évidemment parce qu'il n'est pas consécutif. Bref, jamais est-ce que c'est arrivé qu'avec aussi peu de temps, on a eu des résultats aussi mauvais pour ce qui est de l'évaluation de l'opinion publique du président. Donc, ce genre de gestion-là, extrêmement chaotique, une controverse après l'autre, un scandale après l'autre, l'imprévisibilité et l'instabilité quotidienne, ça semble clairement commencer à venir avec un coup politique pour le président. L'autre question qu'on se pose, Valérie, c'est est-ce que Pete Hegseth est une cible d'espionnage dans un cas comme ça? Là? Il se met à... Disons que le flanc est à découvert. Là. Oui, bien c'est ça, parce que là, on sait qu'il y a un journaliste qui a été témoin des fameuses discussions sur la plateforme Signal. Là, on dit que sa femme, qui elle n'a pas du tout de code de sécurité, travaille pas non plus dans l'appareil gouvernemental, c'est sa proche conseillère. Mais là, on aurait eu des discussions, c'est pas une discussion autour d'un repas, là, pas que c'est mieux, mais je veux dire, ça, on n'a pas accès, nous, à savoir ça. C'est vraiment irresponsable la façon qu'il a fait ça, si ça s'avère, bien sûr, cette histoire-là. Il y a des gens qui se disent, oui, est-ce que, finalement, il y a plusieurs vulnérabilités? Est-ce qu'il comprend vraiment c'est quoi son rôle? C'est quoi l'importance du département de la Défense qui aura un budget de 1000 milliards de dollars bientôt, là? C'est pas rien. Au niveau de la sécurité, alors est-ce que s'il fait ces erreurs-là en début de son mandat comme secrétaire à la Défense, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il y a aussi les rumeurs qu'il y avait Elon Musk qui a été consulté sur des dossiers avec la Chine, tout ça. Alors, c'est une histoire après l'autre qui concerne Pete Hegseth. J'ai l'impression que c'est peut-être lui qui va démissionner, forcé de le faire en coulisses, mais s'il quitte, peut-être que ce sera ça finalement en disant que finalement les médias s'acharnent tellement sur lui qu'il veut que la Maison-Blanche sorte sans être entachée là, par son mandat. Et soit dit en passant, au tout début du premier mandat de M. Trump, il y avait eu un roulement de personnel. Là, je parle pas juste des conseillers, je veux dire des membres de son cabinet. Il avait perdu son secrétaire à la santé moins d'un an après qu'il ait été assermenté. Même chose pour son secrétaire d'État. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver avec M. Hegseth, mais force est de constater qu'après à peu près 3 mois, il y en a des joueurs de son cabinet qui ont des problèmes et il n'y en a aucun qui en a autant que M. Hegseth. Donc, il est vraiment à garder à l'œil. Je vais terminer avec Valérie et des images de Donald Trump qui décide de mettre 2 poteaux de 100 pieds devant la Maison-Blanche. Ça va être des drapeaux américains et il dit qu'il va les payer. Oui. Donc, quand il même. va les payer. Là, il y a une image qui circule de lui avec sa carte de crédit en disant « c'est moi, c'est pas les contribuables » parce qu'il veut donner ce côté très, très patriotique. Alors, les gros drapeaux, moi, ça me fait penser à ce qu'on voit là, quand on conduit aux États-Unis sur le bord des autoroutes, l'immense drapeau américain qui flotte. Bon, justement, c'est ça l'image, une espèce de bande dessinée pour nous illustrer ce qu'il veut faire. Rendre la Maison-Blanche encore plus une emblème patriotique, mais peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est de mauvais goût et un peu exagéré. Ça n'arrête pas, le spectacle. Hein? Oui. C'est ça, sans arrêt. Merci Valérie, merci jours. Raphaël. Merci. Au revoir.